tous, vous êtes bien sur la chaîne de Joe Hidalgo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une vidéo, personnellement, de pouvoir vous parler de digitalement. Si on veut. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo d'une interview qui a été faite à Monsieur Charles Blégoudet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, lui, premièrement, il a fondé l'Alliance des jeunes patriotes. Des jeunes patriotes en Côte d'Ivoire en 2000, je crois que c'est en 2002, 2001. Donc, je pourrais pas vous dire, je suis vraiment pas sûre pour les années, mais je sais quand même qu'il a fondé les Jeunes Patriotes. Et par la suite, il est devenu le ministre de la Jeunesse en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. C'est lui-même aussi qui a été mis en prison à La Haye, donc qui a été jugé, qui a été acquitté aussi des chefs qu'on l'accusait. Donc, c'est un homme qui a beaucoup d'histoire. Il vient de loin, cet homme. Puis je pense, je considère, après avoir vu l'interview, qu'il y a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses importantes à savoir parce que c'est partie de l'histoire. Chose que beaucoup de nous ne portent pas considération à l'histoire. Par contre, on revient à dire que l'histoire est importante pour être en mesure aussi de savoir vers où on va, des valeurs qu'on se forge par nous-mêmes. Donc, c'est une interview qui m'a touchée grandement. Je remercie Actu People pour l'interview. Et en même temps, monsieur Blégoudet, d'avoir permis de nous partager ça. Donc, je vous conseille de la voir jusqu'à la fin, de prendre le temps de l'écouter, de bien écouter comme ça avec les oreilles, mais aussi, tu sais, parce que c'est fait partie de l'histoire. Donc, sur ça, je vous laisse regarder. Et il y aura, ça c'est la première partie, il y aura une deuxième partie. On verra pour la deuxième partie. Donc, bon visionnement. Bonjour Président. Bonjour Vergès. En tout cas, merci de nous recevoir. C'est la seconde fois en l'espace pratiquement de 6 mois. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Merci de faire le déplacement. Nous sommes là pour qu'on avance ensemble. Merci. En tout cas, asseyez-vous. Je le disais donc tantôt, tout à l'heure, lorsque je vous recevais, je vous remerciais pour cette interview que nous accordez. Pratiquement, en 6 mois, c'est la seconde fois. Que revêt pour vous, on va dire, ces symboles? Parce que au moment où l'actualité politique est très brûlante et qu'elle vous met à l'index, vous auriez pu, on va dire, choisir dans le conglomérat des journalistes ou des médias qui vous interpellent nuit et jour, un média beaucoup plus important, je dirais ça comme ça. C'est quoi le fait que vous ayez accepté d'accorder cette interview à Actu People? Merci. Voyez-vous, tout ce que nous faisons doit être soutenu, sous-tendu par notre philosophie, par notre vision. Je n'ai pas le complexe de ce que l'on appelle grand. Ce qui est grand l'est parce qu'il a grandi. Ceux qui sont grands le sont parce qu'ils ont grandi. De par la somme du vécu, de par la somme de ce qu'ils ont réalisé. Ce qui est notre problème en Afrique, c'est le manque d'estime de nous-mêmes. Ce que j'appelle le manque d'estime de soi. Où on a toujours tendance à faire croire que ce qui est bon vient d'ailleurs. Que ce qui est grand vient d'ailleurs. Ce complexe-là, je ne l'ai pas du tout. Je l'ai prouvé par le choix de ma défense. Là où on me présentait des avocats dits chevronnés, ce sont des grands avocats de ce monde, je n'ai pas hésité un seul instant à choisir des jeunes avocats avec qui j'ai fait l'université d'Abidjan, qui sont de ma génération. Cette génération qu'on a dite sacrifiée, qui était bon à rien. Oui. J'ai choisi Maître André Claver, qui a fait l'université d'Abidjan. J'ai choisi Maître Bougnon Jean-Serge, avec qui
j'ai fait la cité universitaire de Yopougon. J'ai choisi Maître Seri Zoku, avec qui j'ai fait le bâtiment E de la cité universitaire de Yopougon. Ceux-là n'ont jamais mis les pieds à la CPI. Et pourtant, ils ont vaincu la CPI. Ils ont honoré l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Maître Kadji, qui est venu du Cameroun, qui aussi a honoré l'Afrique. Aujourd'hui, le résultat est connu, tout le monde applaudit. Mais il a fallu que je fasse preuve de quelqu'un qui a l'estime de là où il vient, de ce que nous avons. Non, ce qui est grand a été petit avant de grandir. C'est comme vous. Vous avez votre chaîne Actu People que vous avez conçue en tant que jeune Africain, jeune Ivoirien. Vous voulez entamer une carrière. C'est notre responsabilité en tant que leader d'aider ceux qu'on appelle petits à grandir. Oui, si je parle dans les grandes chaînes, c'est bien, mais je peux aussi parler dans ce que l'on appelle petite chaîne. Mais demain, je serai heureux que cette chaîne-là devienne grande, mais que j'ai accordé une interview à cette chaîne au moment où on la qualifiait de petit. Monsieur, j'allais dire Vergès, si vous me permettez. Je vous en prie. On se connaît depuis Abidjan. Vous êtes dans votre rôle de journaliste, je suis dans le mien. Je vous encourage, c'est moi qui vous félicite d'avoir eu l'ingénieuse idée de mettre en place une chaîne. Que Dieu vous accompagne. Merci en tout cas pour tous ces vœux de bonheur, de grâce. Merci. Et même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on vous interviewait, la première fois, on n'était qu'à 3 000 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes à près de 30 000 abonnés en 7 mois. C'est dire combien de fois vous avez su, en tout cas, donner quelque part une force à cette chaîne. Et on vous en remercie. En tout cas, c'est un honneur pour nous de pouvoir nous entretenir avec vous. Nous allons égrener pas mal de sujets. Mais tout à l'heure, je disais en introduction, j'ai parlé de cette vidéo lorsqu'on vous a vu à l'énoncé de la décision du juge, lorsqu'on vous a vu comme ça, les mains sous le menton. De toutes ces vidéos, de toutes ces images qu'on a pu voir durant ce procès qui aura duré au final 7 ans, laquelle des images vous est restée en mémoire? Aux deux images, j'allais dire, si vous me permettez, vous pouvez d'aller au-delà du chiffre. Oui, pourquoi pas. La première vidéo, c'était ma première comparution devant la Cour pénale internationale. Le 24 mars 2014, je crois bien. Le 27 mars 2014. 27 mars, ok. Soit 4 jours après mon arrivée, ici à La Haye, puisque je suis arrivé le 23 mars 2014. Je sortais de 14 mois de détention en isolement, où je n'avais pas le droit de voir personne, où personne n'avait le droit de me voir, même pas mes avocats. Quand on sort d'un tel trou, on peut se douter de ses capacités. Parce que, au cours de cette détention, l'adversaire qui vous détient s'emploie à vous amener à regretter vos convictions, à vous amener à vous renier et à douter de vous-même. Or, vous savez que la cause de tout échec, c'est le doute. Est-ce que je pouvais encore m'exprimer? Est-ce que je n'avais pas encore perdu certaines capacités? Quand j'arrive à la CPI, le 23 mars à 3 h du matin, je suis isolé des autres prisonniers africains. J'étais toujours seul. Et quand je devais comparaître, cela peut peut-être vous étonner, j'avais le trac. Moi, Charles Blé Goudé, habitué au micro. Vous aviez peur de quoi? 14 mois après, j'allais être face à un tribunal que je ne connais pas. La Cour pénale internationale. On n'était pas au commissariat de Yopougon. On n'était pas au commissariat de Makori ou d'Abobo. On n'était même pas au plateau, au palais de justice. J'étais face à une cour pénale dont on a entendu parler, avec des juges chevronnés, mais avec des charges contre moi qui sont énormes. Pendant ces 4 jours avant que je puisse comparaître, Vergès, quand on m'a envoyé les documents contenant mes charges, qu'on appelle ici les DCC, c'était une montagne de documents. Waouh! Je devais prendre la parole après tant d'années. 2 ans en exil,
ensuite 14 mois en détention, en isolement. Quand j'ai revu cette image, après, j'ai dit, Charles, tu reviens de loin. Ma première comparution m'a beaucoup marqué. La première image qui vous vient en Cette tête. image qui me vient en tête. Tout à fait. Je devais d'abord me coiffer moi-même. C'est la première fois de ma vie que je devais me coiffer moi-même, devant un miroir. On m'a juste donné une tondeuse pour que je me coiffe moi-même. Je devais m'arranger comme je pouvais. Je n'avais aucun voisin en ce moment-là. Donc je me suis débrouillé moi-même comme je pouvais. C'était ça aussi la prison. Cette image m'a beaucoup marqué. Mais au-delà des autres discours et des autres images, celle-là, elle m'a beaucoup marqué. On me voyait souriant. Parce que j'apprends souvent qu'il est beaucoup souriant. Il est toujours bien habillé. Il est à l'aise en prison. Il a tout fait pour qu'on le mette en prison pour qu'il devienne célèbre. Les gens ne savent pas de quoi il parle. C'est vrai qu'on va revenir sur... Donc cette image m'a marqué. Justement, la seconde image que vous voulez faire partager avec nous, c'est laquelle? C'est la dernière, celle du 31 mars. Celle du 31 mars. Le geste que vous m'avez vu faire, comme ça. Un geste de soulagement. C'était un geste de soulagement. Pas pour moi en tant qu'individu, mais pour toutes ces personnes que je ne connais pas, mais qui me connaissent, qui se sont donné la peine de m'assister quand j'étais en prison, qui priaient pour moi, qui s'inquiétaient pour moi. Qui ont aussi souffert avec vous. Qui ont souffert avec moi. Moi, j'étais dans la cellule. Eux, ils étaient dehors. Mais ils étaient comme dans une prison à ciel ouvert. Mais pour ma famille aussi. Pour mes enfants. Pour ma femme. Pour mes parents. Pour mes amis. Pour mes collaborateurs. Qui ont traversé l'humiliation. Même pour donner un micro à mes collaborateurs du COJEP ici en Europe. Lors des manifestations qu'on organisait pour nous soutenir, sur le président Gbagbo et moi. C'était difficile pour eux. Personne ne les calculait. C'est à tous ceux-là que j'ai pensé. À ces jeunes gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui, malgré la répression, se réclamaient toujours de Charles Blé Bouté. Qui, malgré tout ce qu'ils ont perdu, et face aux propositions que vous pouvez imaginer, se réclamaient toujours de Charles Blé Bouté. C'était un long chemin. Et je disais, ouf, je n'ai pas craqué. Pour eux, je n'ai pas craqué. Je pouvais craquer. Je n'ai pas craqué. En tout cas, vous avez tenu, et malgré cela, quand même, 6 mois après, vous êtes toujours à La Haye. Comment est-ce que vous vivez cette situation après tout ce soulagement, on va dire, tout ce que vous avez pu vivre? Est-ce que, quelque part, on se sent bien dans de telles circonstances où on est un peu hanté par moments par ces périodes sombres qu'on a vécues en prison ici? Parlant toujours d'image et de soulagement, vous avez vu, lors de notre premier acquittement par la chambre de première instance de la Cour pénale internationale, je me suis jeté dans les bras du président Laurent Gbagbo. Tout à fait. J'ai fondu en larmes. Là encore, c'était un soulagement. Parce que moi, je faisais face à 2 tribunaux. Je faisais face au tribunal de Bensouda, le procureur. Hélas, en même temps que j'étais dans ma cellule. Vous faisiez face aussi au tribunal populaire. Je vous vois très ému. On va parler... Je faisais aussi face ouais. au tribunal de ceux qui étaient censés aussi me soutenir. Les gens n'ont pas été tendres avec moi. Et là, même en parlant, je vois que... C'est vrai que le régime d'Abidjan m'a mis en prison et m'a transféré ici. Mais ceux qui m'ont poursuivi dans ma cellule, qui me traitaient de tous les noms, pendant que je faisais face à un tribunal international, au nom de notre cause, ce n'étaient plus les partisans de Ouattara. C'était les gens de qui j'étais en droit d'espérer un soutien. Ils me poursuivaient. Ils m'ont poursuivi jusque dans ma cellule. Jusqu'aujourd'hui, ils ne me laissent pas en paix. Je ne sais pas pourquoi. C'était très difficile pour moi. Alors, ce jour-là était un grand jour pour moi de soulagement. Je pensais que nos difficultés que nous traversions allaient nous venir. Mais j'étais jusqu'aujourd'hui et je suis encore une cible. Un jour, je saurai peut-être les raisons. Mais parlant de La Haye,
comme vous le constatez, 6 mois après mon acquittement total, je suis encore là. Comment vivez-vous justement cette situation? Oh, écoutez, la solitude n'est jamais facile à vivre. Le week-end, des amis viennent me voir. Mes collaborateurs viennent me voir. Des communautés viennent me voir pour m'apporter leur soutien. Pour qu'on débatte aussi des sujets. On parle de notre pays. Mais quand ils s'en vont, je reste seul. Ici. Je ne suis pas autorisé à sortir de La Haye. Et pourtant, vous étiez récemment en France? C'est quand je fais la demande. Même si je veux aller à Amsterdam, ici en Hollande, je dois faire une demande. Mais ça s'explique par quoi? Du moment où vous êtes libre. Moi-même, je me pose encore la question. Et cette décision vient de qui? De la CPI, des autorités ivoiriennes ou de qui? Des autorités néerlandaises. Deuxièmement, les mardis et les vendredis, je dois aller pointer à la CPI pour signaler que je suis encore là. Et pourtant, je suis totalement acquitté. J'ai vu une situation très difficile, mais que j'essaie de dominer. Vu déjà d'où je viens, vu ce que j'ai parcouru comme chemin de difficulté. Et je considère tout cela comme une école dont je partagerai l'expérience avec les gens de ma génération et la population ivoirienne une fois que je suis en Côte d'Ivoire. Je n'irai pas plus loin que ça, mais déjà, il faut que les gens sachent que je ne suis pas en villégiature. Mais ce que vous dites là est très surprenant, d'autant plus qu'on vous sait libre et acquitté définitivement, et de là aller pointer les lundis et les vendredis. Je suis libre sur papier. En réalité, je suis encore en prison. Je vous le dis aujourd'hui. Pour une exclusivité, c'en est une. Je suis libre sur papier, je suis encore en prison. Puisque je ne peux pas sortir de là. Il n'y a aucun pays dans le monde qui voulait m'accueillir en 8 ans. Et lorsque la CPI m'a demandé, après ma libération, le 31 mars, nous avons eu un entretien le 6 avril, soit une semaine après. Selon l'ordonnance de la Chambre, on doit m'amener que là où je veux aller. S'assurer que je vais dans un environnement de sécurité. Lorsque la question m'a été posée, je devais faire 3 choix de l'endroit où je voulais aller. À la première question de savoir, M. Charles Blé Goudé, où voulez-vous qu'on vous conduise? J'ai dit Abidjan, Côte d'Ivoire. Ils m'ont demandé quel est votre deuxième choix? J'ai dit Abidjan, Côte d'Ivoire. Quel est votre troisième choix? J'ai dit Abidjan, Côte d'Ivoire. Parce que c'est de là que je viens. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis venu ici pour répondre des crimes contre l'humanité suite à la crise post-électorale qui a fait beaucoup de mal à mon pays. Et j'ai été acquitté. Et comme mon co-accusé, là où je veux aller, c'est Abidjan, Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici comme un supporter. Le capitaine que je supportais est rentré. Et moi, le supporter, je suis encore bloqué ici. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre cette situation. On va revenir sur cette situation justement en long et en large. Forcément, même bien avant, on va s'intéresser à votre parti, le COJEP. C'est vrai que lorsque vous évoquez en tout cas les souvenirs de la CPI et le fait que vous soyez toujours là encore, à être pratiquement en détention, on sent beaucoup d'émotions. Mais on va parler quand même de la vie de votre parti politique, le COJEP. Est-ce que vous avez l'impression que le lancement du COJEP a eu lieu avec les dernières élections législatives qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire? Non. Ce que les gens doivent d'abord savoir, c'est que le COJEP n'a pas été créé à l'occasion de la crise de 2002. Quand mon mandat à la tête de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire finit en 2001, le 4 juin 2001, des amis et moi, nous créons le Congrès panafricain des jeunes patriotes, COJEP, au maquis quitte dans ça, au plateau de Cuy, où je vivais chez Mme Pondi, ma tante. Nous avons décidé, ce jour-là,
de mettre sur pied, de porter sur les fonds baptismaux un mouvement de pression. Un mouvement de pression mène son combat autour des valeurs, autour des principes, pour espérer que les tenants du pouvoir en son temps puissent prendre les bonnes décisions. C'est après cela que je m'envole pour Manchester pour mes études. Hélas, en 2002, la Côte d'Ivoire est agressée. Je suspends mes études et je reviens en Côte d'Ivoire. Quand je revenais, Vergès, je ne venais pas participer à un dîner gala. Je venais d'un pays où on ne savait pas qui tirait sur qui. Le ministre de l'Intérieur, en son temps, paix à son âme, le ministre Bogadoudou, venait d'être assassiné. C'est-à-dire, celui qui était en charge de la sécurité des Ivoiriens, lui-même venait d'être assassiné. L'épouse du ministre de la Défense était aux mains des rebelles. Et 10 ans après, avait été transférée dans un lieu sécurisé. Le ministre de la Défense lui-même se débattait, tant bien que mal, pour essayer de maîtriser la situation. C'est dans cette atmosphère-là que j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne venais pas pour être plus tard un Charles Blé Goudé champion, un Charles Blé Goudé adulé de tous. Je venais dans l'inconnu. Je faisais un saut dans l'inconnu. En tant que mouvement de pression, après, quand je dis les premiers pas du COJEP, parce que là, ça s'est mieux en partie plus tard, justement, et en 2021, vous êtes à la faveur des dernières élections législatives, vous êtes allé aux élections, c'était une grande première pour le COJEP. C'est ce pourquoi je dis, est-ce que ce n'est pas la première fois et vous n'avez pas l'impression que ça a été une rampe de lancement pour votre parti? Oui, mais au-delà de ça, il est d'abord bon qu'on rafraîchisse la mémoire aux uns aux autres. C'est clair. Parce que depuis que le président Gbagbo a annoncé la création d'un futur nouveau parti, il y a trop de bruit et trop d'amalgame. Il est bon que les faits soient situés. C'est clair que tout à l'heure, ce sujet-là, on va... Les gens confondent le COJEP à un mouvement de soutien, comme il y en a eu des plaintes autour du président Laurent Gbagbo. Le COJEP n'a jamais été un mouvement de soutien. Nous avons créé ce groupe de pression qui a participé, comme tous les autres mouvements, tous les autres partis politiques aussi, à se mettre autour de la République, dont il fallait défendre les institutions qui étaient mises à mal par la rébellion. C'est pourquoi je n'ai pas mené la résistance avec les amis au nom du COJEP, au nom de l'Alliance des jeunes patriotes, qui était un creuset de courants. Tout à fait. Il y avait à l'intérieur le PDCIRDA, il y avait le PIT, il y avait le FPI, il y avait la FESI, il y avait la société civile, dont le COJEP aussi. C'est l'histoire. Les faits sont têtus. Quand je vais en exil, je vous épargne les détails. Les amis ont estimé qu'il fallait transformer le COJEP en mouvement politique. Ce qui a été fait. Et j'étais en prison en 2015 quand ils m'ont envoyé le professeur Noubou Hyacinthe, qui est venu me convaincre, au nom des amis, qu'il fallait que le COJEP fasse sa mutation en parti politique. Cela dit, il y a eu des élections dernièrement, en 2020. Certains de nos camarades y sont allés. C'est vrai, en indépendant, mais eux-mêmes étaient membres du COJEP, il ne faut pas le nier. Je suis à des milliers de kilomètres. Je n'ai pas voulu être des freins ou un frein à leurs ambitions politiques. Mettez-vous une seule seconde à ma place. Gérer un parti politique à des milliers de kilomètres. Vous ne maîtrisez pas les réalités du terrain. J'ai cédé. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on veut. Mais ce n'est pas toujours que nos souhaits se réalisent. J'étais contre. Et tout le monde le sait. Mais j'ai cédé. C'est ça, à la faveur justement de cette situation, j'ai vu votre discours que vous avez donné. J'étais presque en larmes quand je faisais cette déclaration. C'est ça. Mais au moins, le parti est toujours rassemblé. Vous contentez vos partis. Voilà, et le parti est toujours rassemblé. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. À propos de votre parti, on a vu que récemment, donc le week-end, le 25 septembre, votre parti a lancé le pagne de retour du président Charles Blé Goudé. Comment est-ce que vous, quel commentaire vous faites de cet événement?
Moi, je voudrais féliciter mes camarades du COJEP, tant de l'Europe que de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, de l'Afrique, qui portent le COJEP à bout de bras et qui à chaque fois sont ingénieux, très imaginatifs. Mais justement, est-ce que vous ne pouvez pas cela rétrograde de faire un pagne en 2021 à l'effigie d'un leader de parti aujourd'hui en Afrique? Au moment et au nom d'un événement particulier, d'un leader qu'on n'a pas vu depuis plus de 10 ans, dont on ne saurait même pas qu'il sortirait de prison, qu'il est sorti de prison. Un leader qui est le seul aujourd'hui qui est encore à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, pendant que tous ses autres camarades sont rentrés en Côte d'Ivoire. Tant au niveau de la famille biologique qu'au niveau de la famille politique. Celui que je soutenais est en Côte d'Ivoire, avec tous ses responsables, sauf moi. On l'entend bien, mais est-ce que vous n'aurez pas pu faire autrement? Sauf moi. Oui. Les amis espèrent que j'arrive. Même au village, quand on veut célébrer une fête, on désigne toujours un pagne. Non, ce n'est pas du culte, la personnalité, je vous vois venir, mais c'est pour un événement que ça se fait. Non, au-delà du culte de la personnalité, est-ce que ce n'est pas rétrograde? Parce que vous, en tant que leader jeune, on veut faire voir les choses autrement. On voudrait qu'il y ait une rupture quelque part par rapport à ces entrefaits. Parce que, qu'on qualifie ça comme on le veut ou pas, mais depuis 1960, il y a des pagnes à l'effigie de leaders politiques. Est-ce qu'en 2021, cette pratique n'aurait pas pu être occultée? Même aux États-Unis, qui est un pays très démocrate, n'est-ce pas? Oui. Où les libertés s'expriment, où on suit les idées au lieu de suivre les hommes, quand il y a des élections, vous voyez qu'il y a des t-shirts à l'effigie du candidat lui-même. Tout à fait. Donc ici, par rapport à un événement spécifique donné, limité dans le temps, effectivement, on peut faire soit des t-shirts, soit un pagne à l'effigie de celui qu'on attend. C'est quand cela traverse le temps et que ça devient une habitude et une pratique, c'est ce qui est dérangeant. Je voudrais donc saluer mes camarades qui, ne connaissant même pas la date de mon retour, ont confectionné ce pagne-là. C'est un acte d'engagement, c'est un acte de loyauté, c'est un acte de foi. Et je voudrais saluer cela et je les encourage à cela. Vous avez lâché le mot, votre date de retour. On l'espère en tout cas partir de l'AE avec cette date parce qu'elle est attendue de tous les Ivoiriens, elle est attendue de vos partisans qui souhaitent vous voir vivement. Mais comme tout jeune parti, le COJEP, on s'intéresse davantage à votre parti. Votre parti fait face à pas mal de frictions en son sein. On a vu les départs récents de votre ancien directeur de cabinet, on a vu le départ de votre ancien porte-parole. Je veux parler de Diaby Youssouf et de Patrice Coutet. Quelle explication vous donnez à tous ces départs? Je ne veux pas en faire un débat. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Les gens oublient toujours de jeter un regard autour de ce qui se passe, ou ce qui se passe autour d'eux, et d'interroger l'histoire. La transhumance politique, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas bon, mais ce n'est pas nouveau. Vous qualifiez le départ de transhumance, quelque part? Quand on quitte un parti politique pour aller dans un autre qui n'est même pas encore né, je ne sais pas s'il y a une autre qualification, mais je veux dire que ce n'est pas nouveau. Et je peux vous en donner des exemples. Oui, pourquoi pas. Le président Laurent Gbagbo, au cours de son chemin, au cours de son cheminement, a subi aussi ces séparations. Dakourita Blé, vous savez ce qu'il était pour Laurent Gbagbo? Il était plus qu'un collaborateur pour le président Laurent Gbagbo. Il a quitté. Georges Kofi a quitté Laurent Gbagbo. Paul Arnaud a quitté Laurent Gbagbo. Raphaël Lacpé a quitté Laurent Gbagbo. Don Melo a quitté Laurent Gbagbo en 1994 à l'issue d'un congrès, mais il est revenu en 2000. Il faut respecter les positions des autres. La vie est faite des rencontres et des séparations. Je suis un démocrate, mais cela n'est pas un drame et je ne voudrais pas en faire un sujet principal. Même le président Alassane Ouattara, Zemmogo Fofana l'a quitté. Tout récemment, en 2020, son compagnon de lutte, son directeur de cabinet, qui l'a accompagné au cours de toute l'opposition, qui a été son directeur de cabinet à la présidence tout récemment, ensuite dont il a fait un ministre des Affaires étrangères, Amontano l'a quitté. Mais après, il est venu lui demander pardon. Nous sommes des leaders. Nous devons accepter tout cela et ne pas en faire un drame. Pour moi, je respecte la position de mes camarades et
je leur souhaite bon vent. Je ne veux pas en faire un débat. C'est vrai que les séparations font partie, on va dire, du coût de l'existence. Ce sont des normes existentielles, on pourra dire ça comme ça, mais vous, vos séparations avec vos collaborateurs se sont faites très souvent avec des mots tellement durs. Est-ce que vous n'en avez pas souffert quelque part? Oh non, j'accepte tout cela. Et c'est le leader. Son rôle, c'est d'encaisser, de pardonner, de comprendre les autres. Mais je ne veux pas en faire un débat. Je ne suis pas le premier à prendre ces coups-là. Et les coups durs que nous prenons, il y a des douleurs qui font mal. Il y a des douleurs qui vous forgent. Et c'est cela. À vous de faire le choix. Toutes ces épreuves que moi j'ai traversées, M. Vergès, sont plus que ce dont vous parlez. À un moment donné, du fond de ma cellule à la DST, j'ai pensé à la mort. Vu les traitements que je subissais, je n'avais jamais imaginé que je pouvais sortir de là. J'ai été isolé en exil au Ghana. Parce qu'il y avait les réfugiés ghanéens et ivoiriens au Ghana qui avaient une carte des réfugiés qui pouvaient se balader à Accra. Et puis il y avait Charles Blé Goudé qui avait un mandat d'arrêt de la CPI contre lui, une interdiction de voyage de l'ONU contre lui, un mandat d'arrêt international délivré par le pouvoir ivoirien contre lui. Donc je vivais reclus. J'ai vécu tout cela. J'ai été transporté dans la nuit noire d'Accra à Abidjan, enchaîné dans un coffre de voiture. Là où on disait que j'étais dans un avion affrété par le président Ouattara. Parce que je venais à Abidjan, j'avais fait un deal, dit-on. J'ai traversé tout cela. J'ai dormi dans mon sang. Très jeune, j'ai connu la difficulté. Mais dès mon enfance, tout était réuni pour que je ne devienne rien dans la vie. Après ma naissance, ma mère est décédée. Je n'ai jamais tété le sein de ma mère. Mes tantes me tétaient, me donnaient à téter par-ci, par-là. Et personne n'imaginait que j'allais survivre. C'est un tel monsieur qui a survécu à tout ça que vous demandez si une séparation d'avec un collaborateur ne lui fait pas mal. Non. Non. J'encaisse là beaucoup de philosophie. Mais jamais je ne prendrai ma bouche pour dire des mots salissants à l'encontre de mes camarades. Qui à un moment donné ont travaillé avec moi. Qui à un moment donné m'ont dit aussi des mots doux. Je respecte leur engagement. Mais je ne peux pas les livrer à la vindicte populaire lors d'une caméra. Ce n'est pas le rôle des leaders. Avançons, parlons des Ivoiriens et de leurs problèmes. Le COJEP se porte très bien. Et je pense que, je l'ai déjà dit la dernière fois, ceux qui veulent partir peuvent le faire librement. Et puis, on continuera de nous organiser. On va en arriver aux préoccupations des Ivoiriens. Permettez-moi déjà, avant de refermer cette parenthèse, c'est vrai que les souffrances morales et physiques, vous en avez vécu tellement qu'au final, on se demande, mais qu'est-ce qui pourrait vous arrêter? Mais lorsque vos anciens collaborateurs disent des mots durs qui tendent parfois à vous mettre un peu, on va dire, en porte-à-faux avec votre mentor, est-ce que cela ne fait pas mal? Je prends quelques bribes de Allez-y, soyez à votre aise. Voilà, je prends quelques extraits comme ça. Lorsqu'on a tendance à inventer, on va dire, des échanges privés pour justifier le départ, le cas de Patrice Coutet qui dit que vous avez eu des mots pas du tout éloquents à l'égard de votre mentor, qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, je ne répondrai pas à qui que ce soit. Non. Je ne répondrai pas à qui que ce soit. Je ne reconnais pas ce tribunal-là. Donc je ne me mettrai pas devant ce tribunal-là. Je laisse chacun être jugé par l'histoire. Je laisse chacun face à sa conscience. Mais je veux parler de la vie elle-même. Même mon père, mon défunt père, Blé Nyépo Marcel. Je veux parler de mon père biologique. Blé Nyépo Marcel, père à son âme. Oui. Qui est décédé pendant que j'étais en exil au Ghana. Et qui a été enterré pendant que j'étais en prison. Mes frères et moi, on n'a souvent pas été tendre avec notre père. En privé. Je regarde cette caméra. Je mets quiconque au défi. Je ne parle même pas des mentors politiques. Je parle même de votre papa biologique. Jamais vous ne l'avez critiqué avec vos frères.
Mais ça ne fait pas de vous l'ennemi de votre père. C'est celui qui sort de la chambre où vous avez parlé de votre père et qui va à la place publique pour dire ce que vous avez dit dans la chambre de votre père, c'est lui qui est mauvais. Et c'est lui qui a le problème. Je l'ai déjà dit. Le président Gbagbo, nous tous on le critique. Mais parce qu'on l'aime. Et parce qu'on le respecte, c'est en privé que nous le faisons entre nous. Quel leader politique ne s'est jamais confié à son collaborateur? Quel leader politique? Dans ce cas, devons-nous craindre tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous conseillent? Quand j'étais en prison ici, ils sont nombreux qui quittaient la Côte d'Ivoire pour venir en visite au président Gbagbo, ici, à la CPI. J'étais toujours le premier à descendre, avec le repas du jour que moi-même je concoctais pour les visiteurs du président Laurent Gbagbo. Lui, il descendait peut-être 15-20 minutes après. Mais les quelques 15-20 minutes sont consacrés au président Laurent Gbagbo. Entre ses visiteurs, ses collaborateurs et moi-même, on discute. Ils parlent de leur leader. Ce qui m'a le plus marqué, c'était à la veille des législatives de 2016, où l'opposition avait lancé un mot d'ordre de boycott. Tout à fait. Des élections. Il n'est pas participé, je veux dire. Ceux qui étaient venus visiblement voulaient savoir pourquoi le président Gbagbo ne leur donnait pas son cutus pour qu'ils partent aux élections. Ils étaient très amer avec lui. Mais les discours publics qu'il tenait, c'était différent. Je n'ai jamais été dans la cellule du président Gbagbo pour lui donner la liste de ceux qui venaient le visiter et qui disaient de tels mots, parce que je sais que ça n'allait pas le nuire. Mais c'est que je dis devant des chaînes publiques, et non des moindres, du président Laurent Gbagbo, et que l'opinion retient pour lui donner son respect, c'est ce qui compte. J'encourage les militants du COJEP à me critiquer en public. Pardon. J'encourage les militants du COJEP à me critiquer en privé, mais pourvu qu'ils n'exposent pas ma nudité à l'espace public. C'est cela qui compte. Donc, même Michel Gbagbo, il critique son papa. Oui, comme vous avez pu critiquer votre père biologique, vous l'avez dit tout à l'heure. Même les enfants de Gbagbo le critiquent. Donc ça, je veux dire, ce n'est pas nouveau et je ne vais pas m'attarder sur ça. C'est clair. Mais pour fermer justement la parenthèse rapidement à propos du départ de vos anciens collaborateurs, il y a un qui, pour justifier son départ, a dit que pour lui, et vous avez maintes fois prononcé cette phrase dans vos différents discours, la conclusion du président Laurent Gbagbo serait votre introduction. Malheureusement, selon lui, le président n'a pas encore fait de conclusion, mais déjà vous avez commencé à introduire un autre type de discours. Vous répondez quoi? Et c'est quoi cet autre type de discours? Selon lui, on sent qu'en ce moment il y a une certaine ambiguïté. C'est vrai qu'on va en arriver tout à l'heure. Et c'est quoi l'ambiguïté? L'ambiguïté, c'est qu'on ne connaît pas encore votre position par rapport On ne connaît pas ma position sur quoi? Par rapport au nouveau parti du président. Mais c'est là que je vais vous parler. Mais on va arriver à ça tout à l'heure. Mais justement, lorsque lui il prend cela comme prétexte pour justifier son départ, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis toujours que je ne réponds à personne. Parce que je ne reconnais pas ce tribunal. Je ne peux pas finir face au tribunal de la CPI et qu'on va encore me soumettre à un autre tribunal pendant que je suis encore ici. Cela dit, la conclusion du président Laurent Gbagbo sera mon introduction. J'ai entendu quelqu'un dire, il a même ajouté que tant que le président Gbagbo n'est pas candidat, il ne le sera pas. Peut-être que je ne suis pas dans le secret de Dieu. Le président Gbagbo est candidat à quoi? Et à quel moment, là où je parle avec vous, il a confié à qui qu'il était candidat à une quelconque élection? Il ne faut pas faire trop d'amalgame. Monsieur, le président Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Comme tout bon politicien, qui n'était pas là depuis plus de 10 ans, il est arrivé. Comme lui-même il a dit, il a trouvé un obstacle qu'il a contourné. Et il veut créer un nouveau parti. Mais rien ne change. J'ai toujours évolué au président de Laurent Gbagbo comme une entité à part. Je n'ai jamais été dans un parti politique de Laurent Gbagbo. Oui, ça vous l'avez toujours... Non, j'arrive. Oui. Donc il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. Oui. Le président Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Il ne veut pas engager
un débat de face à face avec son ancien compagnon de lutte, il décide de créer un nouveau parti politique. Rien ne change. Il change juste des partis. Alors, je ne sais pas ce qui fait courir autant de bruit. En 2002, lorsque j'arrive en Côte d'Ivoire, suite à la rébellion, quand j'appelais les gens dans la rue, pourquoi on ne m'a pas demandé une carte de parti politique d'abord, avant d'apprécier les actions que j'ai menées avec les autres? Parce que ce n'est pas moi celui qui les ai menées. Deuxièmement, en 2004, lorsque j'ai lancé le fameux discours, si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de dormir, réveille-toi. La suite, vous la connaissez. Monsieur Vergès, oui. Je parle face aux Ivoiriens, qui sont témoins de notre histoire. Pourquoi en ce moment-là, on ne m'a pas demandé une carte des membres du parti du président Laurent Gbagbo? C'est clair? Je n'ai pas encore fini. Ok, je vous suis. Moi, j'étais le leader étudiant en 2000. Le président Gbagbo était face à un général, le général Guy Robert, à l'hôtel Ivoire. Il rencontrait la jeunesse. Lorsque je lance l'appel pour que la jeunesse vote le président Laurent Gbagbo, je n'étais pas membre de son parti politique. Le président Laurent Gbagbo et moi, ce n'est pas un parti politique qui nous lie. C'est une cause qui nous lie. C'est la cause de la Côte d'Ivoire. Ce sont des valeurs qui nous lient. Ce sont des principes qui nous lient. On peut parler d'une même voix. On n'est pas obligé de parler d'une seule voix. Oui, j'ai toujours évolué en entité à part. Et j'ai toujours une plus-value pour le président Laurent Gbagbo. Donc ce qui se passe, je voudrais simplement vous dire, beaucoup d'hommes bavardent et font beaucoup de bruit. Ceux-là, ils se cherchent et ils cherchent une place. Et s'ils peuvent s'appuyer sur moi pour avoir une place, c'est tant mieux. Mais il faut qu'on cesse de m'opposer au président Laurent Gbagbo. Donc je ne me renie pas. Le président Laurent Gbagbo ne m'a pas encore dit qu'il est candidat à quoi que ce soit. Moi, j'arrive quand il y a un danger. Moi, j'arrive quand il y a un danger. Tant que le président Laurent Gbagbo sera face à un danger extérieur, je serai là. Tant que ce sont des contradictions internes, je ne viens pas encourager cela. Donc, je suis là. Et je ne me renie pas du tout. Je continue de m'organiser. Et mes amis et moi, nous continuons de nous structurer. Depuis que moi je suis étudiant, j'ai toujours revendiqué ma liberté de penser, ma liberté d'être. Le prêt à penser, le prêt à consommer comme idée, la robotisation de la pensée, je l'ai toujours refusé et je le refuserai toujours. Cela ne m'empêche pas d'apporter mon soutien au président Laurent Gbagbo au moment où il en a le plus besoin. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a retrouvé ses partisans. Il a retrouvé ses camarades de lutte. Ils lui ont certainement fait le point de la situation. Il a pris une option. Laissez-le s'informer au maximum et arrêtez de faire trop de bruit inutile autour de ce projet en gestation. On ne peut pas me faire la guerre pour un bébé qui n'est même pas encore né. Il naît dans 3 semaines. La problématique Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, on va en parler longuement. Comme vous voulez. Voilà, tout à l'heure, parce que c'est vrai que ce sujet, vous voulez vraiment le décortiquer et je l'entends bien. Mais bien avant, c'est clair qu'avec le COGEP, vous envisagez de diriger la Côte d'Ivoire des demain. Il y a pas mal de jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tout cas des jeunes Ivoiriens qui font dans vous un réel espoir. S'il y a un discours là comme ça que vous pourriez leur tenir à l'instant T, par rapport à la mise en place de votre parti, ce serait lequel? Avant qu'on aborde le sujet Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Les jeunes dont vous parlez, et au-delà, la population ivoirienne, avant que je ne lui parle des projets, il faut d'abord que cette population sache qui je suis. Sur quel principe je marche. Autour de quelles valeurs je fonde ma démarche. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas assez suffisamment? Je dis cela parce que ces derniers temps, il y a beaucoup d'amalgames. Je voudrais donc vous dire tout de suite. Je ne suis pas un homme qui dit et se dédie. Je suis un homme qui a une trajectoire qu'il a définie. Monsieur Vergès, lorsque un étudiant, par exemple, en pharmacie, dit à son professeur de pharmacie, un jour, j'aimerais devenir un grand professeur comme vous, ici dans cette faculté. On ne peut pas l'accuser de trahison. Bien au contraire, il doit être encouragé. Alors,
qu'on arrête de me prêter des intentions inutiles. On me dit Bleu Goudé est trop pressé. Je suis pressé pourquoi je m'organise. Et je l'affirme, un jour, je vais diriger mon pays. Ce n'est pas un crime pour lequel on doit faire mon bûcher. Je ne veux pas être un sac au dos. Je ne veux pas être un bébé au dos. Voyez-vous, moi, comme le fleuve, je veux faire mon propre lit. C'est ça que je voulais vous dire. Avant d'en arriver, justement, vous avez été un allié sûr de la gouvernance du président Laurent Gbagbo de 2002 jusqu'à 2011. Et vu que la vie se nourrit de vérité et de repentance, s'il y a une repentance que vous aimeriez faire là par rapport à la gestion du pouvoir pendant ces 10 ans, ce serait laquelle? Quand j'arriverai en Côte d'Ivoire, on parlera de tout ça. Mais si là vous devez faire une repentance, parce que quelque part, j'ose croire que cette interview sera l'une des plus grosses avant votre départ en Côte d'Ivoire, je suppose peut-être la dernière, parce qu'on va arriver à la date de votre retour. Mais si avant, il y a une repentance à faire, nous, on souhaiterait vraiment à ces milliers de jeunes à qui vous allez vous adresser, de sorte à les nourrir de cette vérité insoluble, ce serait laquelle? Laissez-moi rentrer en Côte d'Ivoire. Pendant que j'étais ici, beaucoup de mes camarades sont décédés. Beaucoup. Mes parents même sont décédés. Dans ma famille aujourd'hui, si j'arrive en Côte d'Ivoire, je ne sais même plus qui va m'accueillir, à part mon grand frère. Je vais parler de ma famille biologique. À part ma femme et mes enfants, dans ma famille. Tous mes frères sont morts. Mes soeurs sont décédées. Mon père est décédé. Mes camarades de lutte aussi, beaucoup sont décédés. Je l'entends bien. Attendez d'abord que j'arrive, que je respecte leur mémoire, que je m'incline devant leur mémoire, et on pourra aller devant ce tribunal dont vous parlez. Je ne veux pas parler de repentance pendant que je suis ici. Je ne veux pas qu'on me traite de quelqu'un qui parle parce qu'il a envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Je veux être propre, je veux être moi-même, je veux être réel, je veux être vrai. Je veux rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai posé cette question parce que jusque-là, de par l'opinion, on a l'impression qu'au niveau de la majorité présidentielle, en tout cas, il n'y a pas encore une certaine remise en cause. Ça, je le ferai quand je serai face aux Ivoiriens. Quand je pourrai regarder la veuve dans les yeux. Quand je pourrai regarder l'orphelin dans les yeux. Quand je pourrai regarder des gens qui hier étaient des tuteurs et qui aujourd'hui sont des sous-couverts. Quand j'aurai parlé avec tous ceux-là, vous ne serez pas déçus. Je sais que le pardon est une case de laquelle personne ne peut se passer si nous voulons bâtir une communauté de destin. Qu'on l'accorde ou qu'on le demande, personne ne peut sauter la case pardon. Outre le pardon, il y a cette repentance aussi qu'on attend de vous. C'est de tout cela que je parle. On en parlera. Je ne me laisserai pas envahir par mon orgueil. Là où il faut prononcer une parole qui peut apaiser ne serait-ce que le cœur de ceux qui sont des victimes de cette crise post-électorale, parce que je suis un acteur majeur, je pense qu'on en parlera. On a le temps d'en parler. Le procès à la CPI est terminé, mais je ne suis pas encore en Côte d'Ivoire. Parce que quand les gens parlent avec moi ou de moi, ils font comme si ils sont à Djamé avec moi. Ils font comme s'ils sont en Cocody avec moi. Alors que quand ils finissent de parler, le soir, ils vont en famille. Non, ne me faites pas subir ce double procès-là. Prenons la question sur l'aspect humain. Pourquoi, au lieu de me demander pourquoi je ne viens pas appartenir à un parti politique, pourquoi on ne demande pas, mais pourquoi depuis Charles ne rentre pas? Notre ami avec qui on a battu les pavés, notre ami qui a porté notre voix, notre ami que nous avons appelé chef hier, nous sommes à Abidjan, nous faisons le tour des villages, nous faisons le tour des villes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un vide autour de nous? Où est notre ami? Pourquoi on n'en parle pas? On va en arriver, ne vous inquiétez pas, monsieur le ministre. Ce que je voulais savoir, justement, rapidement, pour conquérir le pouvoir d'État, il faut beaucoup de moyens. Beaucoup de personnes s'interrogent sur le financement du COGEP. Ce sera la dernière question pour refermer le chapitre COGEP. Quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour aller à la conquête du pouvoir d'État? Je dispose de 3 moyens. D'abord, je dispose de ma vision, qui va ensemble avec ma volonté, mon engagement. Voilà le premier moyen. Deuxièmement, je dispose des ressources humaines, qui sont les responsables du COGEP, qui sont les militants du COGEP, qui se cotisent.
Là où nous sommes assis dans ce bureau, chaque fin du mois, les militants du COJEP cotisent pour payer ici. Parce qu'ils disent c'est le bureau officiel du COJEP pour le moment. Chaque fois que nous devons faire une organisation, une manifestation, il n'y a aucun apport extérieur. Les militants du COJEP cotisent. Qui 1000 francs? Qui 500 francs pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire? Qui 10 $? Qui 20 $ pour ceux qui sont aux États-Unis? Qui 10 €, 50 € pour ceux qui sont en Europe? Même ceux qui sont en exil en Afrique, ils participent toujours. C'est cet esprit-là de participation que j'ai enseigné aux militants du COJEP. Je leur ai dit, la main qui donne est la main qui ordonne. Donnons-nous les moyens de ce que nous voulons faire. Vous n'avez pas de soutien extérieur dans ce cas? Non, nous n'avons pas de soutien extérieur. Vous savez que dans cette position, rares sont les soutiens dans laquelle je me trouve. Vous savez très bien, la position dans laquelle je me trouve, vous n'avez pas assez de soutien comme vous êtes dans cette position. Mais s'il y a des soutiens extérieurs, vous n'allez pas cracher là-dessus. Mais aucun homme politique ne se passe des soutiens extérieurs s'il y en a. Mais cela dit, je voulais vous dire, quand vous avez la volonté, quand vous avez une vision, cela vous motive. Et vous trouvez toujours les moyens pour pouvoir réaliser vos objectifs. Vous comprenez ce que je veux dire, cher ami? Barack Obama n'avait pas de compte en banque. Il a été président des États-Unis. Ce sont les Américains qui ont cotisé, qui 5 $, qui 2 $, pour lui donner les moyens de réaliser leur espoir. Et il a porté cet espoir. Nelson Mandela n'avait pas de compte en Suisse. Les Sud-Africains l'ont soutenu pour qu'ils puissent porter leur espoir. Charles Blé Goudé n'a pas de compte en banque. Charles Blé Goudé a beaucoup d'idées dans la tête. Charles Blé Goudé a sa volonté. Charles Blé Goudé a sa constance. Charles Blé Goudé a sa droiture. Charles Blé Goudé a cet enseignement qu'il partage avec son entourage. Et c'est ça le rôle d'un leader. Faire en sorte de transmettre aux autres votre espoir, votre constance. Vous serez surpris. Le COJEP a les moyens de réaliser ses ambitions. Et les premiers moyens du COJEP, ce sont ses militants, ce sont ses responsables. Que je voulais saluer ici, au passage. Ils n'ont jamais resigné. Je les salue tous. En tout cas, ils vous attendent avec beaucoup d'impatience en Côte d'Ivoire. La seconde problématique, ce sera, avant de l'évoquer, je vais vous donner une image. Et vous allez me dire que vous inspire cette image. C'est celle de Joseph qui se retrouvait dans la prison chez Potiphar. Que vous inspire cette image? Comme je suis politique et que nous sommes dans ce cadre, je n'aime pas faire le mélange des genres entre mes croyances, la religion et puis la politique. Je suis chrétien, vous le savez. Je suis catholique. Oui, vous avez été baptisé. Ça, c'est entre mon Seigneur et moi. C'est entre mon Dieu et moi, dans le privé. Mais comme vous en parlez, Joseph n'aurait jamais été Premier ministre si ses frères ne l'avaient pas vendu. Au début, ses frères ne voulaient pas le vendre. On a d'abord tenté de le tuer, de le jeter dans un puits. C'est ça. Et c'est là qu'il y avait des commerçants qui étaient de passage. Ils ont dit, mais autant nous faire un peu de sous. Et ils l'ont vendu. Parfait. Mais ce n'était pas fini là. Mais justement, le décryptage que moi je voulais faire par rapport à Joseph en prison chez Potiphar, c'était un peu le rêve qu'il avait fait lorsqu'il était avec deux collaborateurs de Potiphar. Et comme le dit la parole, il a eu à faire un songe justement à propos des deux collaborateurs de Potiphar et il a dit à l'un d'entre eux, tu seras libéré très, très bientôt. Mais si tu es libéré, ne m'oublie pas. Malheureusement, lorsqu'il est sorti, il a oublié Joseph. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vivre cela? Non, mais d'abord, ce n'est pas Joseph qui fait le rêve. C'est qui fait le rêve? Ce sont ces deux co-détenus voilà, qui font le rêve, justement. Qui travaillaient chez le roi. Tout à fait. Et qui font le rêve. Et qui veulent le voir pour qu'il les aide à interpréter leur rêve. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'il dit à l'un, toi, tu vas perdre la vie, mais toi, tu retrouveras ta place. Mais s'il te plaît, quand tu sors, ne m'oublie pas. Merci beaucoup, Président. Merci, justement. Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression de vivre cela? Non, 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 non. Non. Je dis, je laisse les Ivoiriens juger chacun de ce que je suis venu ici au nom d'une cause. Et que subitement, je suis devenu la cible de tout le monde.
Mais voyez-vous, peut-être qu'il y a des choses que vous attendez publiques, qu'on rende publiques. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien. Donc, est-ce que vous avez... Peut-être que des choses se passent et vous n'êtes pas au courant. Là, on rentre dans la problématique. Non, je voudrais donc vous dire oui. que moi, je n'accuse personne d'être à la base de mes malheurs. Je ne fonctionne pas comme ça, Vergès. Je suis un homme, j'aime toujours assumer ce que je vis. Je l'entends très bien. Moi, oui. Personne ne m'a aidé à sortir de prison. C'est mon équipe de défense qui s'est battue, argument contre argument, juridiquement parlant. Et au moment où tout le monde s'y attendait le moins, je suis sorti de prison. Parfait. On est d'accord? Là, on est d'accord. Les Ivoiriens, pour ceux qui voulaient vraiment me voir libre, et ceux qui ne voulaient pas que je souffre en prison, sont subitement organisés. Et ils venaient en prison. Ils m'apportaient qui? 50 $, quitte 100 $, pour que je puisse téléphoner. Pour que suivant, je puisse aider ma famille, mes enfants, à venir me visiter en prison. Personne ne m'a aidé quand j'étais dans cette prison. Ce sont les Ivoiriens qui l'ont fait spontanément. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut aujourd'hui... Et donc, je vais donc vous dire oui. que ce qui s'est passé avec ma libération, avec ma vie difficile en prison, j'ai essuyé les carreaux en prison. Pourquoi on me donne 15 $, pour 15 € par semaine? J'ai fait ce travail en prison. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai essuyé les carreaux en prison, les allées, les couloirs, là où on mangeait. J'ai demandé au directeur de la prison s'il pouvait me permettre de faire ce petit travail-là. Avant que les Ivoiriens n'aient accès à moi. Parce que quand vous arrivez à la CPI, 3 mois durant, vous n'avez droit à aucune visite. Pendant ces 3 mois, j'ai fait ce travail-là. J'aime me battre. J'aime me faire moi-même. Vous nous faites beaucoup de révélations. Je n'ai pas honte de le dire. Très... Quand les gens parlent de moi, ils ne savent pas de quoi ils parlent. On me donnait 15 € par semaine. Comme rémunération à ce travail que moi j'ai fait. 60 € par mois. Donc en 3 mois, vous avez pu avoir 180 € pour ce travail. Et j'utilisais cet argent-là pour pouvoir téléphoner au dehors. Pour donner mes nouvelles à ma famille. C'est ce que je suis, Charles Blé Goudé. Même quand j'étais à Manchester, j'avais une bourse de 400 livres par mois. C'est-à-dire que je devais vivre avec 400 livres par mois. Je regarde ceux qui vivent en Europe ici. C'est parce que si on peut vivre avec cela. Payer ma maison et vivre moi-même. Et donc ma femme et moi, pour essayer de, j'allais dire, arrondir nos fins du mois, nous allions faire les chambres, dans les chambres d'hôtel. On faisait les lits, les chambres d'hôtel, elle et moi. Voilà la vie que moi j'ai menée en Angleterre. J'aime me battre. La chance que j'ai eue, c'est qu'en 2002, c'est Manchester qui accueillait les Jeux du Commonwealth. Donc il y avait du boulot à gogo. Nettoyer dans les cuisines, et arranger les chambres pour les athlètes qui allaient venir. J'ai mes 10 doigts et j'ai ma tête. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je veux être moi-même. Je veux faire mon propre lit comme le fleuve. Et je n'ai pas honte de le dire. Non, je ne me sens pas abandonné. Je ne me sens pas oublié. Parce que Dieu ne m'a pas oublié. Et Dieu ne m'a jamais oublié. Et les Ivoiriens ne m'ont jamais oublié. Ils savent ce qui nous lie. Quand la Côte d'Ivoire était à genoux, nous avons été là ensemble. Ils savent que je ne suis pas là. Et je sais qu'ils m'attendent. La Côte d'Ivoire n'est pas de passage. Non.